L'union sacrée recherchée à travers des consultations continue d'enregistrer des adhésions en République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé le week-end écoulé à Kinshasa pendant plus de 3 heures d'horloge dans son bureau privé de la cité de l'Union africaine. Deux invités étaient ensemble à ce conclave privé, le leader d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapoué, et celui du mouvement de libération du Congo MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo. Rien à filtrer de cette entrevue à laquelle seul Jean-Marc Kabound, président par intérim de l'UDPS, le parti présidentiel, a pu participer. Outre les 3 personnalités suscitées avant cette entrevue, ces quelques 120 députés ou sénateurs, donc précédemment membres de la majorité pro-Kabila, qui étaient reçus par le président congolais. C'est au tour des gouverneurs des 26 provinces du pays d'être en conclave à l'ouverture des travaux ce lundi. Félix Tshisekedi a dit, je cite, « La crise FCC cash s'est également ressentie par l'action de certains exécutifs et de certaines assemblées provinciales ». Un discours tenu lors de l'ouverture de la 7e conférence des gouverneurs de province à Kinshasa. Quelle lecture faire de ces messes politiques ou basses à la cité de l'Union africaine? De quoi ont bien pu discuter les anciens opposants à l'ex-président Joseph Kabila? Ce dernier, après avoir constaté la destitution de Janine Mabunda, sa dévouée présidente de l'Assemblée, enregistre un nouvel échec. C'est la mise à l'écart d'Albert Youma, le président pro-Kabila du syndicat patronal depuis 15 ans. Dieudonné Kassembo, candidat unique, est le nouveau président de la FEC RD Congo, rencontre Tshisekedi Katumbi Bemba, le requiem politique de Joseph Kabila. C'est la question trame de l'émission du jour. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Avec nous ce jour, Alphonse Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vos chers confrères, bonjour à tous. Voilà, vous êtes journaliste, vous êtes également analyste politique. Face à vous, Jospin Wanago, bonjour. Bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs de SK TV, à qui je souhaite déjà de joyeuses fêtes. Voilà, vous êtes journaliste, consultant en médias. Alphonse Moïsoudou, après question est pour vous. Félix Tshisekedi continue donc de recevoir des personnalités de tout rang. Cette fois-ci, il les avait reçus séparément. Cette fois-ci, il reçoit ensemble Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Qu'est-ce que ça signifie selon vous? Non, vous savez, après la dissolution de la coalition qui le liait avec Joseph Kabila, il faut que Tshisekedi s'ouvre d'autres opportunités. Vous connaissez très bien le poids de ces 2 hommes qu'il a reçus dans la politique congolaise. Je crois qu'ils se sont retrouvés pour la réorganisation de la nouvelle mouvance. Désormais, Kabila a été bouté dehors et on est en train de débaucher un certain nombre de caciques de Kabila. Il faut bien organiser cette union sacrée pour ne pas avoir les mêmes désaveux. Donc, en rencontrant ces 2 hommes hors de la presse, et surtout après avoir déjeuné, après avoir mangé ensemble, quand vous partagez un repas, c'est que vous êtes entendus sur le minimum. Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi a besoin de ces 2 hommes-là pour mieux diriger la RDC. Nous connaissons tous le degré de nuisance de ces hommes, ce qui s'est passé par le passé. Donc, il ne voudrait plus revivre la même expérience. Il a décidé d'avoir avec lui toutes les forces politiques et toutes les forces économiques de son pays afin de bien diriger. Et dans un second temps, il prépare déjà 2023 parce qu'il a passé 2 ans de son mandat à travailler avec Kabila. En fin de compte, il s'est rendu compte que cette coalition ne lui fait aucun bien. Cela constituait pour lui un blocage. Et là, il a commencé par se donner une nouvelle virginité. Et le premier pas, c'est d'avoir sauté le président de l'Assemblée nationale. Et vous constatez qu'il vient de mettre encore la main sur le syndicat des patrons. Quand vous voulez diriger un pays, il faut avoir avec vous les forces politiques comme les forces économiques. Donc, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi représentent, à mon avis, ces 2 forces-là. Donc, ils ont intérêt à se retrouver avec le président pour régler leur compte en privé et décider de la nouvelle carte politique de la RDC. Alors, Jean-Marc Kabound était à ce conclave, on va dire, présidentiel. Pourquoi cette présence-là, selon vous? Depuis le début, il faut observer un peu l'agenda de Tshisekedi. Il l'a bien formaté et il le déroule astucieusement et méthodiquement. Cette présence n'est pas le fruit d'un hasard parce que il faut reconnaître aussi que dès le départ,
le président de la RDC Congo a voulu mettre toutes les chances de son côté. Et mieux, faire le moins possible d'impair. Vous voyez, à ce genre de rencontre ailleurs, on pourrait le voir s'affubler d'un monde fou. Mais ça, il s'agit de gens triés sur le volet, et surtout principalement, les deux premiers, qui étaient de choses opposants, se retrouvent aujourd'hui à ses côtés. Et il ne faudrait pas ébruiter le contenu de cette rencontre. Et ça ne peut que se faire entre gens de confiance. Et vous allez remarquer que, à l'étape actuelle des choses, il y a Mozito et Fayoulou qui sont portés absents. Les seuls qui continuent de contester la légitimité de Félix Tshisekedi. Mais il y a mon petit doigt qui me dit que les jours à venir, les semaines à venir, il risque encore de pêcher ces deux gros poissons ou l'un de ces deux gros poissons. Il a le pouvoir, je l'ai dit ici sur ce plateau, il peut promettre monts et merveilles, quitte à ne pas le respecter, mais lorsqu'ils sont sortis de cette rencontre, tout sourire aux lèvres, jusqu'à prendre le dîner et tout le reste, il s'est passé quelque chose. Il a dû promettre énormément de choses et à ces hommes qui étaient des durs à cure, et qu'ils sortent de cette rencontre avec autant de sympathie et tout, cela cache énormément de choses et de choses politiques que nous ne saurons aujourd'hui ici disséquer. Et donc, moi je dis, c'est fait exprès, et la présence des uns et des autres, telle que chronométrée, répond à une démarche méthodique que Tshisekedi est en train de dérouler. Alors, l'opposition plurielle était ensemble. On s'en souvient quand Martin Fayoulou a été désigné candidat de la coalition pour la dernière élection. Aujourd'hui, Adolphe Mozito et Martin Fayoulou sont donc résolument ensemble pour contester la validité du scrutin qui a porté le président Félix Tshisekedi au pouvoir. Mais visiblement, de l'eau a coulé sous les ponts. Mais qu'est-ce qui fait que 2 ans après cette élection-là, ces deux personnalités de l'Amouka, la coalition donc, soient toujours dans la contestation, alors que visiblement Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi sont résolument en train de donner la main au président de la RD Congo pour avancer. Non, ils vont bientôt revenir la barque, hein, parce que nous l'avions déjà dit sur ce plateau, ces deux hommes économiquement et financièrement ne pèsent pas lourd par rapport aux deux gros requins que Tshisekedi a débauché de l'opposition. Parce que à cette allure-là, je constate que Tshisekedi va étêter complètement l'opposition. Il va anéantir l'opposition. C'est vrai il faut qu'il y ait des gens pour contester, il faut qu'il y ait une certaine opposition. Et ça va dépendre de ce qu'on va leur proposer par la suite. Parce qu'au-delà de la politique, il faut toujours dire que il y a l'intérêt qui oppose les hommes ou bien qui les réunit. Ça va dépendre de ce que Tshisekedi dit. L'un d'entre eux sera débauché. Et dès qu'on va débaucher l'un d'entre eux, c'est que forcément on a fragilisé l'opposition. Il n'y aura plus raison pour quelqu'un de rester. Tout le monde sera obligé. Vous voyez les députés, non? Tout le monde veut rentrer dans la barque de l'Union sacrée. Personne ne veut rester en marge de ce qui se passe. Parce que si vous n'êtes pas là aux premières heures, lors de la distribution des rôles, vous ne serez pas accepté par la suite, vous serez peut-être l'ouvrier de la 24e heure. Donc je crois que ces deux-là, ils contestent, forcément ils ont derrière eux des forces. Et quand on va les esceler, on va débarrasser toutes les forces, toutes les puissances qui les soutenaient, l'un d'entre eux finira par aller dans la maison. Parce que, tu sais qu'il dit, il a un peu étudié ces hommes-là. Il se dit, pour maîtriser la RDC, pour gouverner en paix, il me faut ces deux requins-là. Il a pris ces deux requins, certainement qu'ils ont un cahier de charge, ils auront pour mission de débaucher d'autres personnes vers l'Union sacrée pour que tous les Congolais parlent d'une même voix, pour que tout le monde puisse participer au développement socio-économique de la RDC. Est-ce important, Josper Zouanago, qu'on ne parle plus de clivage opposition au régime dans un pays comme la RDC? Est-ce que aujourd'hui c'est important, selon vous, que tout le monde soit ensemble pour construire ce pays-là? Non, je voudrais bien le dire. Il n'est même pas recommandé que tous les Congolais, autant qu'ils sont, se retrouvent ensemble pour dire la même chose. Cependant, il y a un dénominateur commun, c'est le Congo. C'est-à-dire que l'on soit opposant et que l'on contribue au développement du Congo,
qu'à cela ne tienne. Que l'on soit de la mouvance et qu'on y contribue, c'est pareil. Et donc, ils ne doivent pas parler le même langage, mais ils doivent parler Congo, autant que peut se faire. Et dans le cas d'espèce, si Mouzito et Fayulu arrivaient à tenir, il n'y a que la démocratie ou le Congo qui gagne. Mais tenir en sorte de ne pas mettre les bâtons dans les roues de la mise en œuvre de la politique de développement que projette Tshisekedi. Si les choses se passent comme cela doit se passer dans des démocraties de façon régulière, je n'y trouve aucun mal. Mais c'est que le Congo reste le dominateur commun qui doit unir et opposants et mouvanciers. Et donc, ils ne doivent pas, selon moi, parler forcément le même langage. Alors, Moïse Soudé, quelle est votre lecture, on va dire, du fait que Joseph Kabila soit aujourd'hui, on va dire, de plus en plus isolé? Est-ce que, selon vous, il aurait commis des impairs politiques et qui font qu'aujourd'hui, cette union sacrée-là, et même des députés de son propre camp, soient en train de le lâcher officiellement? Qu'est-ce qui pourrait expliquer la posture actuelle de l'ancien président Joseph Kabila? Non, je crois que tu sais qu'il a dit que cette coalition ne lui a pas fait du bien pendant 2 ans, il a tourné en rond. Mais lui, il a un mandat à présenter en 2023. Vous ne pouvez pas être le président de la République et ne pas présenter un mandat. Mais si vous vous retrouvez dans une coalition qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous empêche de mettre en chantier votre programme d'action, vous êtes obligé de vous en débarrasser. Donc voilà les erreurs politiques. Parce qu'à l'Assemblée nationale, on disposait de la majorité, mais on a utilisé cette majorité-là pour bloquer l'évolution du pays. Donc aujourd'hui, les hommes politiques et les opérateurs économiques congolais veulent rester du bon côté. Vous allez voir à un moment donné, Kabila va se retrouver peut-être avec Fayulu et Mouzito pour constituer l'opposition face à Tshisekedi et les 2 autres requins. Donc le pays sera caporisé autour de ces 2 hommes-là. Kabila qui va faire de l'opposition contre Tshisekedi parce qu'il n'a pas encore digéré la fragilisation de cette coalition. C'est ça, en politique, il ne faut pas faire des erreurs. Quand vous avez décidé de gérer le pays avec quelqu'un, vous ne devez pas lui faire du chantage, vous ne devez pas lui faire des menaces. Quand il se sent menacé, quand il se sent bloqué dans son programme, il est obligé de se débarrasser de vous parce que lui, il a été élu. C'est pas Kabila qui a été élu. On a élu Tshisekedi pour faire le bonheur des Congolais. Mais il s'est vu qu'en 2 ans, pendant 2 ans, il n'a plus rien fait. Il a tourné en rond. Donc, lui, voulant remplir en 2023, parce que le président qui est au pouvoir pour remplir a l'obligation de présenter un bilan qui convainc ses compatriotes, mais jusque-là, Tshisekedi estime qu'il n'a rien fait, mais que lui veut travailler. Il veut se débarrasser de tous les obstacles qui l'empêchent de travailler. Et le premier obstacle, c'est cette coalition-là. Vous savez, quand on a sauté la présidence de l'Assemblée nationale, ça fait du bruit, mais finalement, tout le monde s'est rangé. Et certains députés, vous savez, les hommes politiques de la RDC sont aussi en même temps opérateurs économiques. Chacun à sa manière fait ses affaires. Donc, si vous n'êtes pas du camp du président, vous pouvez perdre vos affaires. Et là, beaucoup se rangent très vite pour occuper les premières places. Ce qui sera dangereux, c'est que le président accepte tout le monde. S'il accepte tout le monde dans son union sacrée, c'est que ce sont les mêmes personnes qui l'avaient bloqué dans l'autre coalition, qui lui feront les mêmes coups. Donc il va falloir qu'il sache avec qui composer. Parce que Kabila n'a pas fini. Il a mis sur pied un comité de crise pour comprendre pourquoi il y a des défections dans son rang. Ça veut dire qu'il pourra mettre en place des stratégies pour récupérer les enfants prodigues. Et c'est là que ça sera encore difficile pour Tshisekedi s'il ne fait pas attention avec tous ceux qui viennent vers lui. Alors, Joseph Kabila a-t-il commis des impairs? Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez, comme l'a estimé Alphonse Moïse Soudé, qu'il pourrait aller dans l'opposition? Non, mais il y est déjà. Il est déjà dans l'opposition, selon vous? Oui, dans l'opposition, déjà, selon moi. Sinon, en ce moment, il s'oppose à Tshisekedi. Donc cela va de soi qu'il est déjà dans l'opposition. Mais moi, je voudrais dire ceci. Celui qui est au pouvoir, qui est aux manettes, a plus à proposer, à offrir. C'est vrai, on peut reconnaître à Kabila d'avoir un trésor de guerre, si je veux parler en termes triviaux, et pouvoir être en mesure d'offrir à ces 300 et quelques députés monts et merveilles, mais pour combien de temps encore? Alors que celui qui est au pouvoir, rien que par des promesses, peut s'offrir un certain nombre de coalitions, un certain nombre de rapprochements. Et la preuve, les 4 groupes parlementaires qui se sont ralliés, y compris
un nombre important de députés du FCC. Tout à fait. Ça n'est pas anodin. Vous voyez. Et là, c'était prévisible en fait. Et parlant des impairs, oui, Kabila n'avait véritablement commis. Et à un moment donné, il était grisé par le pouvoir qu'il gardait, alors que le pouvoir devrait être, le pouvoir d'État devrait être aux mains de Tshisekedi. Mais pendant les 2 années, il faut reconnaître que, même s'il n'était pas au palais présidentiel, Kabila avait le pouvoir. Il régentait pratiquement la plupart des institutions. Et donc il pesait de tout son poids dans la gouvernance au quotidien. Et l'autre, Tshisekedi, est en train de s'en défaire en ce moment. Et là, c'était un impair que de vouloir prendre le pouvoir, de le garder, de le manipuler, alors que celui qui avait les rênes du pouvoir, c'est le président de la République. Donc, c'est comme si à un moment donné, on avait comme l'impression qu'il y avait un président de la République bis au Congo démocratique. Là, ça lui est arraché en ce moment. Ça, c'était un impair qu'il ne fallait pas commettre. L'autre aussi, c'est d'avoir été vorace, gourmand à la limite, vouloir tout contrôler. Et donner l'impression d'être au repos, et d'être à l'écart, mais de vouloir tout contrôler. C'était un impair qu'il ne fallait pas commettre non plus. Si Kabila était président de l'Assemblée nationale, en exercice, cela pourrait se comprendre. On comprendrait que c'est une lutte politique régulière. Et donc là, moi je crois que ce sont 2 éléments, 2 comportements qui dénotent des impairs que Kabila ne devrait pas commettre. Aujourd'hui, il en paie le prix. C'est vrai, il ne va pas se laisser compter sans réagir. 300 députés, ce n'est pas rien. Plus de 300 députés d'ailleurs, ce n'est pas rien. Donc il va toujours continuer par contrebalancer les choses. Oui, il est de l'opposition. Il était de l'opposition depuis que Tshisekedi a estimé que cette coalition ne lui a pas porté bonheur et qu'on a vu tout ce qui s'est produit à l'Assemblée nationale avec les casses et tout le reste, le pugilat en direct et tout. Donc je crois que Kabila est bel et bien dans l'opposition. Va-t-il y rester? Il y est contraint. Voilà. Kabila de retour dans la coalition pour participer à l'exercice du pouvoir avec le président Tshisekedi, vous n'y croyez pas? Non, c'est fini ça. Vous savez, le fait d'avoir récupéré Katumbi et Bemba, Kabila n'a plus de chance de revenir. Parce que vous connaissez bien les déboires qu'il y a eu entre Kabila, Katumbi et puis Bemba. Donc si on ramène encore Kabila, c'est que Tshisekedi n'a rien fait. Il ne pourra pas les réconcilier. Parce que ces 2 hommes-là ont des griefs sérieux contre Kabila. Kabila les a empêchés non seulement de rentrer, les affaires ont été bousillées. Donc aujourd'hui, il n'y a que Tshisekedi. Quand quelqu'un vous sortez d'une réunion avec de larges sourires aux lèvres, c'est que ce que vous a proposé là-bas, ça vous a fait plaisir. Et quand on a dîné ensemble, vous savez que la vérité se dit au-dessus du pot. Donc aujourd'hui, je crois que ces 2 hommes-là ne permettraient pas à Tshisekedi de ramener Kabila à la maison. Aujourd'hui, Kabila va diriger l'opposition, mais est-ce qu'il aura les moyens tout le temps de gérer ces 300 députés? Parce qu'en politique aussi, il faut avoir les moyens. Encore qu'aujourd'hui, on n'en est plus à 300. Non, on sait qu'on a pu déjà en rogner quelques dizaines. Et il va se retrouver avec peut-être une 50aine de députés. Parce que c'est ça la politique. C'est celui qui vous donne envie dans un pays. Au Bénin, ici, quand le président Talon était venu au pouvoir, il n'avait pas la majorité à l'Assemblée. Nous avons vu comment ça s'est passé. On a compris qu'après le départ de Boni Yahi, rapidement, tout le monde s'est rangé. Tout le monde s'est rangé. Et puis le président Patrice Talon a récupéré la majorité en sa faveur. On ne sait pas ce qui s'est passé. Dans les pays africains, c'est ce qui se passe. Quand vous êtes au pouvoir, vous avez beau avoir la majorité, mais dès que vous perdez le pouvoir, les intérêts changent de camp. Et donc aujourd'hui, Bemba et Katumbi ne permettraient pas à Tshisekedi de ramener Kabila dans l'écurie, parce que Kabila dans l'écurie, parce que mon confrère l'a rappelé, les voraces, il veut tout à lui. Et quand vous lisez un peu l'histoire, avec l'Israélien, le milliardaire qui a mis la main pratiquement sur la Gécamine, sur la fortune du pays, c'est un allié de Kabila. Donc il a encore des ressources. Et je dis, il craint même que le président Tshisekedi ne lui arrache cette manne-là. Et c'est pourquoi il se bat encore. Il se bat. Il va utiliser ces derniers moyens pour maintenir le peu de députés qui lui reste. Malheureusement, celui qui est au pouvoir a plus à proposer que celui qui est à la tête de l'opposition. Jean-Marc Abound, le personnage fait beaucoup parler.
actuellement président intérimaire de l'UDPS, il aurait été ou il serait la personnalité à qui on a confié la tâche de débaucher les députés FCC. N'est-ce pas une revanche déjà sur l'histoire pour le personnage? On sait qu'il avait été plusieurs fois embastillé sous la gouvernance Kabila. Il a connu la prison, mais il est toujours resté droit dans ses bottes. Il a été élu dans la nouvelle coalition FCC-CAJ, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été démis de ses fonctions sur, visiblement, injonction de la grande majorité FCC-CAJ. Aujourd'hui, il se retrouve déjà à cette table de négociation avec ces trois personnalités jadis de l'opposition, mais il se retrouve, on va dire, dans un rôle, on va dire, charnière, un rôle clé pour le chef de l'État et pour la stratégie, on va dire, de reconquête de la majorité. Mais vous aviez tout dit, là, en parlant de stratégie. C'est ce que j'expliquais tantôt, en disant que Tshisekedi est en train de dérouler un agenda minutieusement mis en place. Ce n'est pas anodin. Ce personnage, avec les tribulations qu'on lui connaît, est le meilleur joker de Tshisekedi en ce moment, vous faites très mal, même psychologiquement, à Kabila. Ce n'est pas un fait du hasard. Et il s'y plaît correctement bien que les premières déclarations au sortir de ce déjeuner ou de ce dîner expliquent à satiété ce qui se profile à l'horizon les prochaines semaines ou les prochains jours. Ce n'est pas fait exprès. C'est le résultat d'un calcul politique stratégique mis en œuvre par Tshisekedi et ses conseillers, si j'ose ainsi m'exprimer, et pour dire, bon, mais tiens, celui-ci fera bien l'affaire. Ce joker sera mal vu naturellement par Kabila. Mieux encore, il a la maîtrise de certain nombre d'éléments. Pour aller débaucher, il lui est beaucoup plus facile de le faire parce qu'on lui a donné mandat avec tout ce que cela comporte. À cette rencontre, il a été le seul à pouvoir s'insérer dans le cercle restreint. Ce n'est pas non plus fait du hasard. C'est-à-dire, c'est la confiance placée en lui et c'est-à-dire montrer à quel point il est un pion important pour Tshisekedi. Mais ça là aussi, comme je l'ai dit tantôt, c'est fait exprès par rapport à la position qu'occupe aujourd'hui Kabila sur la scène politique. C'est-à-dire lui faire suffisamment mal, l'atteindre là où ça fait le plus mal, et puis démontrer à ceux qui sont encore autour de lui, c'est-à-dire les irréductibles, que, bon ben, voyez, ce serait mieux pour vous de rejoindre la barque Tshisekedi. Et donc c'est fait exprès. Et ça, c'est visible. Ça fait très mal en ce moment à Kabila. C'est vrai, il est blessé, mais il n'est pas encore totalement abattu. Il n'est pas exclu que les prochains jours, Kabila va sortir encore d'autres schémas de sa besace parce que, quand même, pendant un certain nombre d'années, il a régné en maître absolu sur le Congo démocratique et ce n'est pas quand même en quelques mois qu'on va le défaire totalement de tout ce qu'il avait comme oripeau. Non. Cependant, il est atteint, il est profondément atteint et cela se voit avec les défections qui se notent dans les rangs du FCC et où les jours à venir, ça va s'accentuer parce que Tshisekedi a décidé d'aller très loin. Alors, aujourd'hui, il y a d'autres personnalités, notamment on sait que l'RDC c'est un pays continent, on sait qu'il y a des gouvernorats dans les régions aussi, ces gouverneurs-là sont au nombre de 26, tous sont actuellement en train de discuter avec le président Félix Tshisekedi. On parle de la gouvernance des provinces dans l'environnement démocratique actuel, défis et opportunités, c'est le thème. Donc, pourquoi cette réunion-là, maintenant? C'est vrai que ça répond, on va dire, à un agenda constitutionnel et institutionnel, mais visiblement, tous les gouverneurs sont actuellement à Kinshasa pour échanger avec le chef de l'État. Non, c'est toujours la stratégie de déstabilisation entière de Kabila. Vous savez, ces gouverneurs-là, il faut faire attention. Quand le chef de l'État vous rencontre,
On va fouiller dans votre gestion, hein, parce que vous avez été propre dans votre gestion. Parce qu'aujourd'hui, on va les amener à quitter la barque Kabila. C'est vrai, parce que quand on parle d'opportunité, chacun doit faire le point de comment il a géré ce que l'État lui a confié. Et là, s'il y a eu prévarication, s'il y a eu gabégie, chacun est obligé. Parce que les hommes politiques, ils vous tiennent toujours pas un bout. On veut vous obliger à venir à la maison. Mais si vous résistez, il faut qu'on trouve la faille qu'il faut pour vous amener. Quand on a réuni ces 26 gouverneurs-là, qu'est-ce qu'on demande d'eux? On devait comprendre, hein, on voulait mettre devant leurs responsabilités. Vous venez avec nous et on gère le pays ensemble, ou bien vous règlez vos comptes à partir de votre gestion. Donc aujourd'hui, Kabila on vient de lui faire encore plus mal avec ça. On lui a arraché la présidence de l'Assemblée nationale, on lui a arraché la tête de la Fédération des entreprises du Congo. On est en train de lui prendre ses hommes de main. Aujourd'hui, on veut mettre la main sur les gouverneurs. Qu'est-ce qu'il lui reste? Et il est obligé. Parce que tu sais qu'il dit là, forcément, avec lui, des spin doctors, des gens des hommes politiques qui réfléchissent pour l'aider. Mais il faut qu'il fasse attention. Il ne faut pas qu'il soit aussi gourmand pour prendre tout le monde. Il ne va pas prendre tout le monde. S'il prend tout le monde, ce n'est pas bon. Parce qu'il ne pourra pas gérer la cacophonie des ambitions. Parce que quand vous débauchez les gens comme ça, ils sont très ambitieux, ils sont exigeants. Ils constituent pour vous peut-être des éléments de menace. Si vous ne nous donnez pas ce qu'on a demandé, on retourne à la maison. Et là, ça va faire mal. Donc, il faut dire qu'à un moment donné, qu'il arrête de débaucher les gens, qu'ils se disent, j'ai suffisamment déjà de grandes forces avec moi, je ne peux pas tout prendre. Parce que c'est ce qu'on a reproché à Kabila. Et puis ceux qui viennent vers tu sais, des gens qui ont des comptes à régler avec Kabila, à un moment donné, bon, c'est des gens qui l'avaient mis de côté, et aujourd'hui, tu sais qu'il veut les récupérer. Donc il faut qu'il arrête de récupérer tout le monde. Sinon, il va récupérer aussi de livrets. Et quand vous récupérez de livrets dans ce cas-là, c'est tout à l'avantage de celui qui est à la tête de l'opposition, parce que dès que les autres n'auront pas satisfaction de leurs ambitions et que de l'autre côté, on leur propose mieux, vous savez que dans ce pays-là, les gens aiment facilement la guerre. Les gens aiment facilement la guerre, parce que quand ils vont la guerre là-bas, c'est pour mettre la main sur les mines, hein. C'est pas pour deux choses. Et quand ils vont mettre la main sur les mines, ils vont amasser suffisamment un trésor de guerre pour empêcher Tshisekedi de gérer encore le pays pendant les 3 ans qu'il reste. Donc il faut qu'il fasse attention dans tout ce qu'il est en train de débaucher. Opportunité de mobiliser les autorités provinciales dans le cadre de l'Union sacrée de la nation à travers ces réunions-là, ou voyez-vous de la stratégie toujours? Oui, c'est vrai. Mais d'un côté, aujourd'hui, Tshisekedi a bon dos d'organiser ce genre de rencontre, puisqu'après tout, il est le chef de l'État. Et l'État est congolais. Et à l'intérieur, il y a ses gouverneurs. Et donc, il reste encore le chef des gouverneurs, quoi qu'on dise. À supposer un instant qu'il y a une bonne poignée de ces gouverneurs qui restent indéfectiblement attachés à Kabila, qu'à cela ne tienne. Mais malgré tout, il reste des gouverneurs qui dépendent de l'État central, en fin de compte. Et donc, oui, stratégie, certes, mais c'est méthodique. Il a appelé ceux qui gèrent tout le Congo de venir et qu'on réfléchisse sur les perspectives. Mais c'est pas innocent. Non, mais tout à fait. C'est pourquoi je parle de stratégie. Et ce faisant, à l'intérieur, il verra bien ceux avec qui il peut composer plus que d'ordinaire. C'est-à-dire, il ne peut pas dire qu'il s'offre les 26 gouverneurs et qu'il les met à son compte. Cependant, il lui est au plan républicain, il est obligé de composer avec ces 26 gouverneurs parce que c'est le Congo. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être le contenu des discussions qu'il a avec tel autre que tel autre? Et donc cela dépend du chef de l'État. Et lorsque le président de la République vous appelle, que vous soyez gouverneur ou préfet ou tout ce qu'on dit, vous êtes obligé, quoi que vous soyez de l'opposition, vous êtes obligé de répondre à cet appel. Et moi je dis, si les 26 ont répondu favorablement à cet appel, ce n'est pas forcément parce qu'ils veulent aller rejoindre la barque, tu sais ce qu'il dit, mais c'est un devoir républicain auquel ils ont répondu. Maintenant, le reste, quelque part, mon confrère disait que on peut les tenir par leur gestion. D'accord, mais pas forcément. Pas forcément, mais lorsque vous êtes gouverneur de telle région, vous savez que cette région est difficile d'accès ou a des problèmes structurels
Comme quasiment toutes les régions en ont, oui, en voilà. RD Congo. Et le chef de l'État vous dit, bon, mais on va asseoir désormais une nouvelle politique d'infrastructure et tout ce qu'on veut. Comme on le voit. C'est-à-dire, si je reprends le cas du Porte-Nouveau, j'ai entendu des politiques dire que depuis 60 ans, on n'a jamais fait ce qu'on est en train de faire en ce moment à Porto-Nouveau. Et donc, il suffit au chef de l'État de dire, bon, mais écoutez, telle région est difficile d'accès et tout. Bon, moi, j'ai un programme quinquennal ou j'ai un programme de temps pour obtenir tel. Le gouverneur ne peut pas être sensible à ce genre de projection. Donc, voilà, moi, je dis, c'est un peu de tout avec ces 26 gouverneurs. Et Tshisekedi est dans son rôle. Alors, le sort d'Albert Youma à la FEC, à quoi cela répond? Vous savez, dans un pays comme la RDC, les entreprises jouent un rôle très important. Et le président de la République, dans tout pays, même surtout les pays africains, ce sont les patrons. C'est-à-dire que c'est ceux qui créent l'emploi. L'État ne crée pas les emplois. L'État facilite la création des emplois. Et pour créer les emplois, il faut passer par la Fédération des entrepreneurs du Congo. Donc le président veut bien avoir avec lui cette structure-là. Parce qu'au-delà du côté politique, du côté économique, on peut aussi utiliser cette structure-là dans la politique. Donc aujourd'hui, le président veut avoir avec lui les entrepreneurs, parce qu'il a besoin de créer des emplois, parce que, vous savez, dans un pays, quand vous voulez gérer en paix, il faut arriver à caser la majorité des jeunes qui sont souvent des chômeurs, qui ont fini leurs études, qui n'arrivent pas à trouver de boulot. Donc le président met la main sur un gros morceau. Dans tous les pays, le patronat doit travailler avec le régime en place. Et si vous n'avez pas confiance au patron des patrons, c'est pas la peine. Donc il a placé son homme. Et vous avez vu les conditions dans lesquelles il avait été élu. Donc ce sont ses adversaires qui ont porté plainte. On a dû reprendre les élections. Il a perdu. Il a déjà fait 5 mandats. Il faisait le 6e mandat. Ça va lui faire 18 ans à la tête d'une structure. Moi, j'estime qu'après 15 ans à la tête d'une structure, vous n'avez plus rien à proposer. Donnez la possibilité à quelqu'un d'autre de montrer de quoi il est capable. Mais c'est une manne qu'on vient de lui arracher. Il n'est pas d'accord. Et Kabila non plus ne sera pas d'accord. Parce que beaucoup d'entreprises se trouvent encore sous l'escarcelle de Kabila. Donc et là, c'est peut-être le démantèlement des entreprises appartenant à la famille Kabila qui va bientôt commencer. Donc c'est le début d'un certain nombre de péripéties et qui va faire mal à Kabila. Kabila n'est pas au bout de ses peines parce qu'il craint qu'on ne touche non seulement à ces entreprises, mais il a aussi des entreprises prêtes, non. Donc le chef de l'État peut comprendre comment fonctionnent les entreprises par le biais de la fédération. Je veux comprendre les conditions dans lesquelles les entreprises ont été créées. Je veux comprendre quel est le champ d'action de ces différents secteurs. Je veux comprendre qui en est les propriétaires. Et là, quand ça commence, c'est qu'on veut détruire. Quand on s'attaque aux opérateurs économiques dans un pays, c'est que facilement, on détruit le pays. Parce que ces opérateurs n'ont plus l'opportunité de créer des emplois. On va même en détruire. Parce que si vous tuez une entreprise, c'est que forcément ceux qui y travaillent vont perdre. Donc voilà encore là où on pourra encore faire mal à Kabila. Parce que Kabila, il a fait les affaires avec ses frères. Alors, 15 ans de gouvernance, aujourd'hui, Youma viré, déposé. Pourquoi est-ce que vous avez... Pourquoi a-t-on le sentiment que l'actuel président, est-ce qu'il a vraiment besoin de faire tout ceci? Par rapport au sort de Youma déjà, une élection, il a été élu, il faut le dire, contesté, une nouvelle élection a été organisée. Dans des conditions qu'on sait, aujourd'hui il perd le poste pour quelqu'un d'autre. Quelle est votre analyse? Oh mais écoutez, on raconte que Kassambo Niambo est un très proche de Tshisekedi. Mais si c'est le cas, Tshisekedi a joué fort. Si c'est le cas. Et puis, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais quel politicien ne donnerait pas tout pour contrôler ces structures, surtout dans le cas de cette fédération? Mais c'est énorme. C'est énorme, cette fédération. Ce n'est pas ce que nous avons ici. Ce n'est pas la chambre de commerce et d'industrie, non. C'est un empire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc,
le contrôler, c'est contrôler quand même une véritable parcelle de pouvoir. Et là, celui-là est supposé être proche de Tshisekedi et qui prend donc les rênes de cette structure. C'est vrai que ses adversaires ont promis faire appel, user de toutes les voies possibles pour contester cette élection. Mais ceux qui ne militent pas en faveur de Yuma, c'est après 15 années. D'autres Congolais peuvent encore aussi aller faire leur expérience à la tête de cette fédération. C'est important de le dire. Est-ce que ce poste est taillé sur mesure pour Yuma? Non. Et donc il faudrait... Voilà des arguments qui militent en faveur de Nyambo, par exemple. Donc on ne dira pas qu'il est... Et puis il n'est pas sorti de nulle part du tout. Il occupait des postes de premier plan dans cette organisation. Donc c'est normal qu'il puisse aujourd'hui se retrouver à cette étape-là, même si les conditions de l'élection peuvent être remises en cause, en gros. Vraiment. Mais si vraiment il est supporté ou il est proche de Tshisekedi, je pense que le vin est tiré. Et il faut voir ça jusqu'à la ligne. Des difficultés donc pour Joseph Kabila qui n'en finissent plus. On parle aujourd'hui de cellules de crise mises en place donc par l'ancien président pour tenter d'arrêter l'hémorragie. Est-ce que selon vous c'est possible? Et si oui, dans quelle marge? Ce sont les derniers soubresauts de vieux en agonie. Hein. Parce que... Kabila est encore très jeune. Non, il est jeune, mais politiquement, vous savez, on vient de lui prendre la Fédération des entreprises du Congo. Qui ne sait pas que les Kabila font des affaires dans ce pays-là? Qui ne sait pas que les Kabila ont des entreprises? D'abord, c'est là, parce que c'est là qu'il tire la plupart de ses ressources. On dit que financièrement, elle est encore solide. Mais quand on lui prend ça, attention, on est en train de vouloir... comment on appelle, le réduire parce que on lui a pris la présidence de l'Assemblée nationale, on lui a débauché ses députés, et Yuma, son homme de main qui a dirigé cette fédération pendant 15 ans, où on a pu créer des entreprises à l'emporte-pièce. Aujourd'hui, on lui prend encore ça. S'il a mis en place ce comité de crise, c'est pour faire peut-être l'état des lieux. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que je dois faire pour conserver le reste? Est-ce qu'il a encore la possibilité de conserver le reste? Donc aujourd'hui, il va rencontrer ceux qui restent, il va discuter avec eux, certainement qu'il leur fera des propositions. Et là aussi, c'est proposition contre proposition. Aujourd'hui, est-ce que ces gens-là ont envie d'être dans l'opposition pour ne pas être écrasés? Donc aujourd'hui, il est en train de jouer sa dernière carte. Si ce comité de crise-là n'arrive pas à trouver les bonnes solutions pour garder encore le peu de députés qui restent, c'est que Kabila risque de quitter tranquillement le pays. Il va te trouver un asile doré pour faire sa belle vie avec sa famille. Sinon, l'étau est en train de se resserrer autour de lui. Et Tshisekedi, avec cette rencontre, l'axe Tshisekedi, Bemba, Katumbi, je crois que ce n'est pas pour faire du cadeau à Kabila, c'est pour l'exterminer. Donc aujourd'hui, s'il comprend vite, tant mieux, il va partir. Mais s'il veut résister, on va tout lui prendre, il sera obligé de fuir. Il y a une vie après le pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi doit quand même pas faire attention? Non, je continue pas à croire que cette crise ne devrait pas se terminer en une sorte de rixe où les vaincus seront de côté et les vainqueurs de l'autre. Je ne pense pas que ce soit le cas. Même lorsqu'on évoque ce comité de crise, un comité de crise, à ma connaissance, n'est pas mis en place seulement pour s'occuper des problèmes internes. C'est-à-dire, on doit jeter un coup d'œil et voir, bon, mais nous-mêmes, là, nous avons commis quelles erreurs, comment les corriger. Et qu'on ne le veuille pas, Kabila reste congolais et il a encore des atouts, il a encore à marchander. Il peut encore marchander avec Tshisekedi. Même s'il ne doit pas aller s'offrir les points et pieds liés à Tshisekedi, il a encore des monnaies d'échange qu'il va utiliser avec Tshisekedi. Et nous ne verrons pas ces détails-là et qui vont lui permettre, n'est-ce pas, de continuer par espérer. Ça aussi, c'est possible. C'est-à-dire, à l'issue du moins, les rapports
nous n'en prenons sûrement pas connaissance, mais les rapports de ce comité de crise, si comité de crise y est véritablement, peuvent déboucher sur beaucoup d'autres aspects que nous ignorons et qui peuvent réhabiliter un temps soit peu Kabila, s'il est assez futé. Autrement, bon, je ne le vois pas parti du Congo comme ça, comme l'a dit mon confrère, parce que quand même, Kabila, c'est Kabila aussi, hein. Et il a géré le pouvoir d'État pendant un certain nombre de temps et il dispose d'assez d'éléments qui peuvent lui permettre de renégocier un certain nombre de choses avec Tshisekedi. Ne l'oublions pas. Et je n'ai pas cru entendre Tshisekedi dire désormais c'est fini, les portes de négociation, de discussion avec Kabila sont fermées. Je ne crois pas. Il a dit. C'est de la coalition qu'il est question aujourd'hui. Cette coalition n'existe plus. On y a mis fin. Quelque chose d'autre peut changer, peut remplacer cette coalition, me semble-t-il. Et donc, moi, je me dis qu'il y a encore espoir que les gens, les uns et les autres, puissent encore sauver l'essentiel. La face. Oui, voilà. Et essayer de sauver et de rentrer dans la nouvelle coalition. Donc, pourquoi pas... D'une manière ou d'une autre. Alors, on voit aussi beaucoup de chancelleries se mêler donc, au débat, notamment les États-Unis qui... par la voix de leur ambassadeur en RD Congo, sont prononcés clairement en faveur donc de ces réformes-là voulues par le président Félix Tshisekedi. Les événements politiques de ces dernières semaines montrent que la grande majorité des Congolais ont choisi une voie différente et meilleure et sont prêts à y travailler. Ce sont donc là les propos de l'ambassadeur RD congolais, de l'ambassadeur américain en RD Congo. Que gagnent aujourd'hui les États-Unis à favoriser ces réformes-là ou, on va dire, cette mini-révolution-là? Vous savez, que ce soit les Américains, les Occidentaux, ce sont des opportunistes. Rien ne les intéresse à part les ressources du Congo. Rien. Ils se rendent toujours du côté de leurs intérêts. On a dit que la RDC, c'est un scandale géologique, hein, dont... le sous-sol est très riche, des ressources minières, minéralogiques. Donc, ces puissances étrangères, chacun vient faire son business. Et on a toujours... Ils n'ont jamais été contre le pouvoir en place. Hein. Il faut revisiter l'histoire. Au temps de Mobutu, ils étaient avec Mobutu, parce qu'ils trouvaient leur compte. À un moment donné, bon, comme Mobutu ne faisait plus les affaires, ils ont lâché Mobutu, ils ont fait venir Kabila Père. Et c'est encore les mêmes qui ont assassiné Kabila Père, Kabila Fils est arrivé, c'est encore les mêmes, parce que quand ils ne trouvent pas leurs intérêts avec eux. Aujourd'hui, Tshisekedi est là, ils se disent qu'avec lui, il faut composer. Parce que quel intérêt les Américains, les Occidentaux ont à aller contre les réformes de Tshisekedi? Non, parce que vous avez Kabila, à un moment donné, quand les problèmes ont commencé, il a préféré faire venir les Chinois. Il a préféré composer avec les Chinois au détriment des autres. C'est peut-être ce qui a fait que bon, son candidat peut... Mais aujourd'hui, les Américains ont tout à gagner. Ils ont tout à gagner parce que les ressources, ils vont exploiter le Congo. Même les Français, même les Belges. Donc moi, je ne fais plus confiance aux puissances occidentales dans les crises africaines. Ils se rendent toujours du côté de celui qui peut leur garantir leurs intérêts. C'est tout ce qui les intéresse. Le reste, que le peuple congolais souffre, que le peuple congolais soit maîtrisé, ce n'est pas le problème. Comment faire? Parce que quand un pays est divisé, ça profite aux colons, hein, ça profite à ces grandes entreprises-là. Qui vous dit qu'au niveau de la Fédération des entreprises du Congo, il n'y a pas des entreprises appartenant à des Américains, peut-être naturalisés congolais? Donc, on est en train de sauvegarder des intérêts. On n'a pas intérêt à aller contre les réformes proposées par Tshisekedi. Donc moi, je ne leur fais absolument aucune confiance. Votre lecture sur la sortie? Tel n'est pas mon avis, dans la mesure où aucune chancellerie sérieuse au monde ne pourrait, dans le cas d'espèce, s'il y a position à prendre position pour celui qui n'est pas au pouvoir. C'est basique. Maintenant, que les Américains se soient précipités pour le faire, c'est comme une élection d'un président. Fut-il mal élu, on voit d'autres chefs d'État... certains remercient, d'autres attendent. Voilà. Donc on est dans ce cas de figure. Derrière, moi je continue par dire que Tshisekedi n'en serait pas arrivé à cette extrémité s'il n'avait pas mûri longuement son projet. Et même sans y avoir associé certaines chancelleries, pourquoi pas.
C'est-à-dire, c'est un projet, il ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire, bon, ben, désormais, je mets fin à cette coalition. Non. Tout cela a été fait sûrement avec d'autres chancelleries, au-delà des Américains, des Français. Les Belges, les Français. Surtout les Belges, les Français et autres. Et donc, que les Américains soient les tout premiers à tenir ces propos, c'est diplomatique. Ils tiendraient ces propos pour le compte de Kabila qu'on aurait tous été scandalisés. Parce que Kabila n'est pas au pouvoir. Et donc, moi, je pense que c'est dans la bonne démarche d'une chancellerie que de le dire. Maintenant, le contenu même à l'intérieur, c'est assez intéressant, les réformes. On peut ne pas les appliquer tel que cela a été décrit, mais c'est de bonnes projections pour le Congo. Et donc, les Américains, en disant qu'ils soutiennent ces réformes, n'ont fait que diplomatiquement ce que doit faire une chancellerie, de mon point de vue. Au-delà, vous serez d'accord avec moi que ça c'est la diplomatie, ça c'est... Mais au-delà de cette diplomatie, quand vous résolvez... Quelle chancellerie au monde présente au Congo démocratique n'a pas intérêt, même le Bénin a des intérêts certains avec non, la RDC, donc je pense vous savez... Quand moi, je m'amuse chaque fois à lire un peu l'histoire de la RDC, parce que quand vous remontez à Patrice Lumumba, quand vous remontez à tout ce qui s'est passé dans ce pays-là, c'est vrai que les Américains se sont dépêchés pour soutenir la réforme. Je ne dis pas non, mais que cache ce soutien précipité? Encore que, visiblement, le soutien n'est pas précipité. Le président Félix Tshisekedi n'a pas démarré ces réformes-là sans visiblement avoir consulté certaines chancelleries. Il bénéficiait de leur soutien. Il a consulté les chancelleries. Il a bénéficié de leurs conseils. Mais au cours de ces négociations-là, chacun a formulé des souhaits. Ne touche pas mes intérêts. C'est toujours comme ça avec les Occidentaux. Ne touche pas mes intérêts. Quand vous voyez dans les pays africains, quand les chancelleries occidentales américaines soutiennent un président, forcément il y a quelque chose derrière. Et en Côte d'Ivoire, on sait ce qui se passe. Vous avez vu au Mali, vous avez vu au Burkina ce qui se passe. On ne soutient pas comme ça un président en Afrique. C'est quand les chancelleries ont des intérêts, il y a le discours officiel, mais il y a ce qui se fait en sous-main. Vous connaissez très bien. Je ne peux pas vous rappeler quand même le réseau FOCA en Afrique. Donc il faut toujours se référer au passé. Ces gens-là, ils ne sont pas des philanthropes. Ils ne sont pas des philanthropes. Ils viennent pour faire leur gombo, ils ne sont pas des philanthropes. Alors, aujourd'hui, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba avec Félix Tshisekedi, j'ai envie de vous demander, et en 2023, que fait-on? Ça sera une autre paire de manches, parce qu'il est clair que si Tshisekedi a voulu se défaire des liens de mariage, de ce mariage incestueux avec Kabila, c'est pour convenablement préparer 2023. Maintenant, s'il s'acoquine avec ceux qui, hier, étaient encore à le contester, c'est que la tâche ne lui sera pas facile en 2023. Parce que les ambitions sont encore là, intactes, de part et d'autre. Il se pourrait que dans les négociations, je ne suis pas dans le secret des dieux, que certains auraient, semble-t-il, accepté de taire leurs ambitions. Est-ce que c'est Tshisekedi qui aurait promis ne pas se positionner en 2023, ou alors l'un de ses nouveaux amis? L'avenir nous le démontrera. Mais je sais que 2023 ne sera pas du tout facile à gérer, même du côté de Kabila, parce que des ambitions vont se faire plus vivifiantes. Et là, ça promet d'être assez coriace. Alors, 2023, que fait-on? Moïse Katumbi candidat, Jean-Pierre Bemba candidat? Non, vous savez, l'âge souris dont on a parlé augure de quelque chose. On a dû faire des concessions. Et c'est pourquoi je dis, par rapport à l'union sacrée, Tshisekedi ne doit pas tout prendre. Il ne doit pas tout prendre, parce que s'il prend tout, il risque de fragiliser cette union-là et renforcer Kabila, qui pourrait présenter encore un candidat puissant pour 2023. Ce qu'il a à faire, c'est de travailler au niveau de cette union sacrée pour qu'il n'y ait pas de déception, qu'il n'y ait pas de déconvenue, qu'on s'entende pour gérer le pouvoir et qu'on dise vous me laissez faire un second mandat en 2023, je ne vais pas
en 2028. Et je vous laisse ce qui est sûr. Ils se sont entendus parce qu'on a dit la réorganisation de la mouvance. Donc ça veut dire quoi? Chacun a posé sur la table ses souhaits et se sont entendus parce que s'ils ne s'entendent pas pour gérer le pouvoir, s'ils ne s'entendent pas pour gérer les ambitions, c'est qu'avant 2023, il y aura encore clash. Donc ce qui est sûr, ils se sont entendus. La preuve, aucun d'eux n'a parlé à la presse, ils ont refusé. Même à la presse présidentielle, ils ont dit non. Ça veut dire quoi? Qu'ils attendent, ils ont pris des engagements. Et en politique, il faut faire attention avec les engagements. Ces deux hommes-là, vu le passé ou le qu'ils ont connu avec Kabila, doivent être prudents. Donc ils se disent, on va attendre pour voir si le président mettra en chantier les promesses qu'il nous a faites. Et 2023, peut-être Katumbi et Jean-Pierre Bemba vont accepter de taire leurs ambitions, mais qu'ils auront autre chose en retour pour laisser Tshisekedi faire un second mandat. Et après, le reste, peut-être s'ils sont fort clous pour être candidats, ils vont trouver peut-être des dauphins, un dauphin qui pourra succéder à Tshisekedi. Tout compte fait, il y a des négociations en cours pour que ce pays-là soit pacifié, parce qu'on a besoin en Afrique que ce pays-là soit en paix. Si la RDC n'est pas en paix, beaucoup de pays ne seront pas en paix en Afrique. C'est vrai que certains pays continents, on parle d'au moins 9 frontières. Est-ce qu'aujourd'hui, les intérêts des pays limitrophes de la RDC sont des intérêts qu'on est en train de taire? Est-ce que vous pensez que, on sait qu'il y a des relations parfois conflictuelles avec le Rwanda, on sait que de par le passé, des pays de la région ont pu avoir des influences sur la RDC, je pense notamment à l'Ouganda, autant de pays qui, l'Angola aussi, a même eu à intervenir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que le président Tshisekedi a pu régler, on va dire, les griefs du passé avec les pays limitrophes et notamment les présidents de la région? Vous savez, les relations entre États sont faites de tout. Mais au constat, il faut reconnaître que depuis l'avènement de Tshisekedi, il y a eu du travail qui a été fait. Il y a eu des contacts au plus haut niveau qui ont été noués. Et je remarque, de mon point de vue, que les frictions ont un tant soit peu diminué, surtout entre le Rwanda et le Congo, par exemple. Sinon, on en entendait parler pratiquement tous les matins. Et donc, c'est en voie de règlement, me semble-t-il. Encore que les relations entre pays doivent être maintenues, travailler au jour le jour. La belle preuve est que nous sommes ici, nous avons des voisins, nous avons par exemple le Nigeria, on ne peut pas dire que tout est rose, mais on y travaille tous les jours. Donc je pense que de moins en moins, on note ces frictions entre le Congo et ses voisins, de moins en moins. Et que ce soit avec l'Ouganda, que ce soit avec le Rwanda, ça a diminué. Il n'y avait plus ces petites tensions qu'on notait. Et donc, si on maintient ce cap, j'ai bien l'impression que le Congo va s'occuper plutôt à l'interne de ce qui le gêne et corriger, gommer les difficultés à l'interne. Et puis, progressivement, avec les voisins, tout va quand même bien s'améliorer. J'en ai bien l'impression. Alors, je posais cette question parce que vous savez que certains pays sont accusés de nourrir des crises en plein Congo, notamment beaucoup de milices qui auraient démarré en Ouganda. On prête aussi à l'armée rwandaise des incursions en RD Congo, à tort ou à raison, je ne le sais. Est-ce que selon vous, la gouvernance actuelle est en train de réfléchir effectivement à résoudre le problème des milices, parce que ces milices-là qui visiblement ne répondent plus à aucun pays effectif, ou ces milices-là qui ne sont que en RDC pour profiter des crimes, des viols, des assassinats, de découper parfois des populations civiles à la machette, ou d'abattre des gens. Est-ce que selon vous, ce problème-là peut être résolu? Si oui, comment? De la bonne gestion des relations de voisinage dépend la paix au Congo.
n'apportait pas la paix au Congo. C'est vrai que Kabila, il a eu à tisser des relations. Hein. Vous avez 9 frontières, il a eu à tisser des relations. Je dis, le président Tshisekedi doit travailler à cela parce que la déstabilisation de ce pays viendra des milices. Et les milices sont souvent nourries par des personnes ayant les moyens. Vous savez, c'est des gens qui n'ont plus de cœur. Quand ils viennent chez vous pour opérer, ils deviennent sanguinaires. Vous l'avez rappelé. Donc aujourd'hui, le président Tshisekedi, je sais qu'il n'est pas resté les bras croisés, qu'il est en négociation permanente avec ses voisins. Parce que Kabila, et là encore, c'est l'une des forces de Kabila. Kabila pourrait récupérer en sa faveur ces déboires avec les voisins. Parce que Kabila n'a pas compris, il a encore envie de gérer le pouvoir. Et il mettra tout de son côté. Donc aujourd'hui, le président, c'est tellement que cette coalition qu'il forme avec Jean-Pierre Bemba et Moïse Kantoubi, cette coalition l'aidera dans la résolution des petits conflits avec les voisins. Parce qu'il faut toujours être en bon terme avec le voisin. Sinon, celui qui veut vous déstabiliser, vous fragiliser, va profiter des dissensions qui entre vous et votre voisin pour vous fragiliser. Donc aujourd'hui, ses amis ont grand intérêt à pacifier les relations avec les voisins. Parce que Kabila, il est aux aguets, hein? Il est aux aguets. Vous savez que quand un homme a l'ambition de conquérir le pouvoir, il ne recule devant rien. Donc je crois que Kabila, Tshisekedi est conscient que ses voisins ne sont pas tout le temps gentils. Donc il faut faire la paix avec eux pour que le Congo soit en paix. Votre mot de fin? On va souhaiter pour le Congo, que tout aille au mieux, parce que c'est comme vous l'avez évoqué, c'est un pays continent. Et les Congolais aspirent et doivent aspirer à la paix. Et aussi, les autres pays limitrophes en profiteront. Donc, souhaitons alors que tout aille au mieux, que les négociations que le président Tshisekedi a enclenchées puissent aboutir pour le bien du Congo. Oui, je crois que beaucoup de pays africains doivent tirer leçon de ce qui se passe au Congo. Tshisekedi a tendu la main à ses opposants farouches pour qu'ensemble on puisse gérer le pays. Il faudrait que dans les autres pays africains, les présidents se disent l'opposant, ce n'est pas le diable. L'opposant, il a des compétences qu'on peut exploiter. Donc il est temps qu'en Afrique, que les présidents, ceux qui sont au pouvoir, donnent la main à ceux qui sont dans l'opposition, qui ont des compétences. Parce que tous, autant qu'ils sont, que ce soit opposition ou mouvance, on est appelé à participer au développement socio-économique du pays. Donc, je dis, il faut qu'on cesse de diaboliser l'opposition en Afrique, qu'on sache que l'opposition aussi a des compétences, des aptitudes qui sont intéressantes pour le pays. Voilà, vous êtes Alphonse Moïse Soudé, journaliste, analyste politique. Face à vous aujourd'hui, Josper Zoadago, journaliste, consultant média. Messieurs, merci. Il était question donc de la RD Congo et de la rencontre entre Tshisekedi, Kachumbi, Bemba, mais nous sommes allés bien au-delà. Nous avons parlé beaucoup de choses. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour notre numéro de votre émission.